sonore, de la plasticité du sonore. Oui. Et je lui laisse la parole. Il parle beaucoup mieux. Merci Jean-Christophe. Ouais, la plasticité, je crois qu'on y arrivera, mais c'est parce que c'est une question qui m'est arrivée en fait lorsque Yves Michaud, qui était directeur des Beaux-Arts à Paris, m'a dit il paraît que vous faites un enseignement du son à l'École nationale du théâtre, est-ce que vous voudriez le faire aux Beaux-Arts? Et ça me posait une question immédiate qui était est-ce qu'on peut appliquer cet enseignement qui est fait pour l'approche de la question théâtrale, est-ce qu'on peut l'appliquer aux arts plastiques? Enfin, ça me paraissait impossible, quoi. Donc, très vite, cette question s'est posée qui était en quoi il y aurait une plasticité au sonore, quoi. En quoi le sonore aurait à voir avec la question de la plasticité. Et c'est une des questions qui, comme quand j'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait « De l'écriture sonore », c'est une question qui est restée avec moi pendant un bon moment sans être résolue. Et pour le titre aussi de l'écriture sonore, pendant longtemps, ce titre qui m'était arrivé comme ça, à l'improviste, je ne m'étais même pas rendu compte de ce que... Enfin, je ne m'étais pas interrogé sur ce que ça induisait. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'ai dû peut-être travailler pendant 5-6 ans avant de comprendre un peu mieux ce qu'était cette question de l'écriture sonore. En quoi, finalement, il y aurait une écriture du son, quoi. En quoi ça serait... Ça pourrait se nommer écriture. Et cette question de la plasticité, c'était aussi un peu quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que... Alors, je me souviens que j'enseignais à partir des deuxièmes années. Et il y a un étudiant de première année qui est venu et qui m'a dit oh, « J'aimerais bien suivre votre cours. » Et en fait, c'était un atelier. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Il me dit « Moi, je ne sais pas faire grand-chose, je sais dessiner. » C'est tout. Je lui ai dit, mais c'est formidable, quoi, on va travailler à partir de ça. Et c'est là où finalement j'ai commencé à aborder cette question de la plasticité. C'est-à-dire en le prenant au mot, je lui ai dit, on va travailler sur le son du trait, quoi. On va essayer de comprendre ce que c'est que ça. La trace. Et on a commencé à décliner. Donc ça a été très simple. Au début, c'était un crayon sur une feuille de papier, puis on enregistrait. On mettait un micro, puis 2 micros. Puis après, je me suis dit, on pourrait mettre 3, comme ça on aurait une surface. Et puis après, on s'est dit, on va mettre 4 micros, parce que c'est plus facile à gérer. Alors voilà, il a commencé à dessiner. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces gestes étaient de plus en plus des gestes pour le son, que c'était plus tellement des gestes par rapport à ce que l'image le portait à faire comme mouvement, mais pour faire sonner les choses. Et du coup, c'était assez répétitif et ennuyeux, quoi. Et alors donc, je me suis dit, on va changer de format, on va travailler beaucoup plus petit. Et on va commencer à avoir d'autres contraintes, donc je l'ai fait dessiner de la main gauche pour que ça soit un peu plus difficile pour lui, que les choses soient... Et puis on s'est rendu compte que finalement, on changeait, on prenait des feutres, on travaillait sur du verre, sur des pointes à tracer, sur du métal, etc. Mais on s'est rendu compte très vite que le résonateur qui était en dessous de la table prenait le pas sur la matière, quoi. Donc on a commencé à changer de résonateur, à travailler sur des matériaux différents. C'était intéressant, mais bon, ça ne nous amenait pas très loin. Et puis,
la question qui s'est posée assez vite, c'était le repliement du trait. C'est-à-dire que quand on dessine, évidemment, on fait un trait, et puis il y a un deuxième trait qui est visible en même temps que le premier. Et au son, pas du tout. On a un son, puis un autre son, puis un autre son. C'est-à-dire qu'il y a un déroulement du temps qui fait que les choses ne coexistent pas, quoi. Donc on s'est dit, ça serait quoi le temps, une espèce de fourchette, de tranche de temps qui permettrait de se souvenir d'un tracé et puis d'avoir un deuxième tracé qui viendrait dessus. Mais c'est combien de temps, finalement, la conservation dans sa tête, la mémorisation d'une trace? Et évidemment, ça dépend de la trace. Si c'est un trait, c'est très facile, mais si ça commence à avoir des mouvements complexes, la mémoire se perd, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, on s'est dit, OK, on va commencer à travailler en épaisseur. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les multipistes, ça arrivait juste. C'était le tout début de l'informatique. Ça devait être en 94, 95 par là. Et peu à peu, on a commencé à mêler des matières, à travailler en plus avec des matières qui n'étaient pas forcément visibles, des jets d'air, des jets d'eau, des jets comme ça. On a travaillé avec des matières liquides, des matières de différentes plasticités. Justement, là, on était dans des matérialités différentes. Et puis voilà, on a commencé à mettre 4 haut-parleurs au sol et puis 4 haut-parleurs au plafond pour voir comment ça circulait ensemble, pour faire coexister justement ces tracés. Et pendant un long moment, on a travaillé avec ces deux plans, sans se rendre compte qu'en fait, les deux haut-parleurs du lointain et ceux du sol, ça faisait un autre plan. Et puis ceux du côté aussi, pareil, ceux du plafond et ceux du sol, ça faisait un autre plan. Donc en fait, au lieu de 2 plans, on avait 2, 4, 6, 8, 10, 10, et puis non, il y avait 10 plans. Il y avait 10 plans. Il y avait les plans comme ça, en diagonale, l'autre diagonale, etc. Et on avait une machine incroyable à tracer et qui faisait coexister des matérialités. Alors après, on s'est dit, mais c'est quoi finalement le tracé? Donc on s'est mis à travailler sur du sable, à travailler avec des brouettes, à rouler, à faire des cheminements. Et rien qu'avec ce départ qui partait d'une trace de crayon, quoi, on commençait d'un seul coup à avoir une machine énorme à tracer dans laquelle on était et qui finalement était le tout début de l'approche de cette question de la plasticité. C'est-à-dire, c'est quoi faire entendre une matière, comment faire évoluer une matière, comment travailler le silence, etc. Et on ne l'approchait pas du tout de manière musicale. C'était juste dans ce chaos, dans cette... parfois des détritus, enfin on travaillait avec des poubelles, on travaillait avec des éléments qui laissaient justement comme ça des traces dans des espaces différents, avec des résonances différentes, etc. On commençait à travailler avec les acoustiques. Et là, ça a commencé à être intéressant. Ça a été peut-être la première chose qui a fait démarrer cette expérience. Et la deuxième expérience, c'était une étudiante qui avait fait un travail vidéo qui était sur un mélange simple comme huile et eau, des éléments qui ne se mêlent pas, et elle voulait faire le son de cette image. Et la question pour moi, c'était à la fois de la laisser travailler le plus longtemps possible. Donc à chaque fois, elle me ramenait des choses, évidemment ça ne fonctionnait pas. Pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné. Et puis la semaine d'après, elle ramenait encore quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et un jour, je me suis dit, je vais l'aider, je vais essayer de le faire avec elle. Et ça ne fonctionnait pas plus. Et là, je commençais à me poser des questions. Pourquoi cette matière sonore n'avait pas prise, enfin, avec cette matière visuelle? Et
Et par hasard, il y avait à côté un tuyau qui était un tuyau de carton pour rouler les dessins. Et en posant ce tuyau sur l'écran, d'un seul coup, cette matière sonore qui était diffusée était complètement intégrée. C'est-à-dire que on était comme en plongée, on n'avait plus le cadre de la télé, quoi, du moniteur télé. On était comme en plongée et cette matière sonore, finalement, était complètement environnementale. Et ça a été pour moi une chose importante dans la mesure où j'ai compris que finalement, ce n'était pas tant l'image ou le son, ni leur relation, mais la condition de leur relation. C'est-à-dire comment on installe, finalement, c'était ça, finalement, la question qui se posait, comment installer le sonore en regard d'une image. Et quels sont les liens, quel est le dispositif qu'il faut fabriquer pour certaines situations visuelles et certaines situations sonores. Et je pense que chaque situation doit repenser son dispositif relationnel. Parce qu'il n'y a pas un absolu. On peut bien sûr prendre le modèle télévisuel standard et puis voilà, on met du son sur une télé, mais il s'agit de bien autre chose. Et donc, on a ensuite travaillé très vite avec les photographes. Et je me souviens d'une fille qui avait fait un travail très très beau sur la fête, la foire du trône, qui est une fête foraine qui est à Paris. Et elle avait photographié des jeunes adolescentes dans les autotamponneuses. Et je me souviens qu'elle avait fait des photos en différents formats, donc il y avait des très grands formats, et puis des tout petits formats. Et elle voulait ramener le sonore dans la fête par rapport à ces images. Mais aussi des entretiens qu'elle avait faits avec les adolescentes sur leurs relations amoureuses. Donc des choses très très intimistes et des choses extrêmement puissantes, enfin des choses qui sont de l'ordre de la puissance de la fête foraine. Et tout le travail avait été l'installation du dispositif de diffusion, en fait. Et je me souviens qu'on travaillait soit sur des très grandes puissances en relation aux grandes images, mais aussi avec des sources très petites qui contraignaient les observateurs, s'ils voulaient entendre les éléments sonores, de se placer à un endroit précis qui imposait une distance du regard. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, on a deux éléments, on va pouvoir placer finalement l'observateur où on veut, quoi. Et ça commençait à être intéressant. Donc voilà, c'était à ces endroits-là que ça a commencé pour moi, cette histoire de la plasticité du sonore au début des années 90. Alors évidemment, depuis ça fait du chemin, mais je crois que cette question, elle se pose toujours et de la même façon et à chaque fois. Et je dirais que c'est la même chose pour chaque pièce de théâtre. Penser le sonore pour une pièce de théâtre, c'est à chaque fois le reconcevoir complètement et concevoir surtout son dispositif de diffusion, mais sa matérialité, mais sa plasticité, etc. Parce que c'est à chaque fois un monde différent, c'est le monde d'un auteur, donc c'est un imaginaire. Et fabriquer le sonore d'un imaginaire, c'est finalement amener une très grande part à la scénographie, c'est amener une très grande part au jeu, à l'énonciation, à la part de silence, à la part d'écoute, à l'échelle qu'on ramène dans une échelle donnée. C'est-à-dire qu'au théâtre, on a toujours une toise, un maître étalon qui est la voix,
la voix non amplifiée. Même si en Place des Rachefs, ça se fait de plus en plus depuis un certain temps. Nous, on avait commencé en 82 à faire ça. C'est une chose assez délicate. Mais si on travaille sur Beckett, on est dans un univers complètement évacué. C'est quoi le monde sonore beckettien? Et si on est chez Ionesco, c'est aussi quelque chose qui est du même ordre, mais c'est un autre monde. Et si on est chez Brecht, c'est encore un autre monde. Et donc, voilà, il y a là quelque chose qui invite à fabriquer un univers en discontinuité, avec des tout petits bouts, parce que le théâtre, c'est le lieu de la discontinuité, et c'est le lieu de l'ellipse de temps. On n'est jamais dans la continuité comme au cinéma. Le cinéma, lui, a fait sa discontinuité avec son montage, hein. Mais le théâtre, il n'a pas de montage. Et c'est son écriture qui est, par sa constitution elliptique, hein, on saute des périodes de temps, on accélère le temps, on ralentit le temps. Et ça serait quoi le sonore de ce temps-là, quoi? Dans mon premier bouquin, j'ai essayé justement d'amener cette problématique parce qu'elle donne tout de suite l'échelle de la problématique. C'était acte 1, il pleut. Si vous enregistrez une pluie et que vous mettez la pluie sur l'acte 1, au bout de 2 minutes, c'est insupportable, quoi. On se dit, mais on a compris qu'il pleuvait, quoi. C'est pas possible de laisser courir la pluie, quoi. Donc c'est quoi finalement fabriquer la sensation du « il pleut ». Et c'est là où on voit que finalement la machine ne peut rien faire pour nous, que la machine elle fabrique de la continuité, que le microphone il prend tout et qu'il ne trie pas, c'est pas une écoute, une prise de son avec un microphone, c'est pas une écoute. Une écoute, c'est refabriquer quelque chose naturellement, par exemple, aller écouter quelqu'un dans un café où il y a du bruit, on n'écoute que lui, on oublie tout le reste. Chose que le microphone est incapable de faire. Mais c'est surtout cette question de la conscience de l'écoute. C'est-à-dire que finalement, le phénomène de la pluie, c'est des instants de conscience. Et les instants de conscience, c'est quoi? C'est finalement, d'un seul coup, il se met à pleuvoir violemment sur les vitres, ou une gouttière déborde, ou la pluie sur du gravillon fait un son particulier, ou sur une tôle, ou c'est un regard qui ne peut plus avaler l'eau, etc. C'est une diversité de matières. Et puis, c'est jamais au même endroit. Ça survient toujours à des endroits différents. Et donc, faire la simulation de l'existence de la pluie en continu, ça serait évidemment fabriquer une discontinuité d'éléments qui sortiraient toujours d'un endroit inattendu et de manière différente. Et donc, c'est finalement donner la sensation, pendant tout un acte, qu'il pleut, puisque les didascalies nous disent ça, hein, ça veut dire faire toute une mise en scène de l'advenu et on pourrait dire une dramaturgie de l'advenu et de la matérialité, de la nature matérielle des éléments. Et c'est bizarre, tiens, ça me fait repenser à un film réalisé par Loznitsa. Sergueï Loznitsa, je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste. Magnifique. Ukrainien. Et qui a fait un film qui s'appelle Paysage. Et dans ce film, en fait,
il rentre dans un village russe de campagne, de pleine campagne, et il fait des panoramiques sur 360 degrés. Et quand il revient, il y a un panneau, donc il passe au noir, il déplace son pied, il rentre un peu plus dans le village, il refait 360 degrés, assez lentement, et puis il avance comme ça jusqu'à un arrêt d'autobus. Et à cet arrêt d'autobus, il y a des gens qui attendent pendant des jours, parce que les chauffeurs de bus sont ivres morts et n'arrivent pas à rouler. C'est l'hiver, il fait froid, donc ils reviennent tous les jours, ils parlent entre eux, ils se connaissent. C'est des gens d'un petit village, mais c'est toutes les classes sociales, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport. Et son ingénieur du son se met parmi les gens et enregistre les conversations. Et il prélève donc ces éléments pendant 10 jours. Et lui, Loznitsa, est de l'autre côté de la rue, en face de l'arrêt d'autobus, et filme tous les jours les visages, avec un rattrapage de points pour faire le point sur un visage ou sur un autre, et tout le temps il balaye les visages. Et quand quelqu'un passe devant la caméra, il repart au début et continue de balayer. Et pendant un long moment du film, on est face à ces gens qui se parlent ou qui ne parlent pas, qui attendent, qui ont froid. Et au montage, il montre ces voix, qui sont bien les voix de ces gens-là, sur ces images, mais il n'y a pas de synchronisme. Alors pour tricher, il resynchronise quelques éléments. Il bruite un oiseau qui passe, ou une voiture qui passe au loin, pour faire comme si c'était la réalité. Et donc on entend une voix, et puis on arrive sur un visage, et on se dit, mais c'est cette personne qui vient de parler que l'on voit maintenant. Ou bien on est sur un visage, et puis on décadre, et on entend une voix, et on se dit, c'est la personne qu'on a vue avant. C'est-à-dire qu'on fait du lien sans arrêt, on attribue ces voix à ces visages. Et donc, finalement, cet asynchronisme lui permet de faire une construction qui, sonorement, va être réorganisée comme il le souhaite. D'abord, il va choisir ce qui est dit. Donc ça parle de Tchernobyl, ça parle de la Tchétchénie, à l'époque c'était la guerre en Tchétchénie, ça parle de toutes les... Le désastre de la vie à cette époque, enfin avec rien à bouffer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille avec les timbres des voix, avec l'énergie des voix, des gens ivres qui hurlent, avec des gens qui s'engueulent, etc. Et donc il construit toute sa matière sonore sur ces images de manière indépendante. Et pourtant, on croit tout le temps que c'est synchrone. Et là, on voit que finalement, cet écart qu'il y a, ce jeu qu'il y a entre ce que je donne à voir et ce que je donne à entendre, voilà, est réarrangé et reconstruit. Et que finalement, on est dans une relecture du réel, mais qui nous fait apparaître le réel encore plus puissant que la réalité plate du synchronisme ordinaire. Donc il s'agirait de quelque chose comme ça, finalement, quand on travaille avec les images, puisque... Alors évidemment, le sonore peut travailler sans les images, puisqu'il est capable de faire ses propres images, puisque comme les images font leur son, on peut entendre... on voit ça bien sûr sur les films muets, enfin... Dziga Vertov a travaillé comme ça, évidemment, tout le temps, puisque lui, il avait commencé à faire un institut du son en 1913-1914, à l'époque futuriste, et puis il n'a rien pu faire avec ça parce que la technologie n'était pas assez performante, ça ne permettait pas de faire des mélanges ou du montage. Donc il s'est mis à faire que de l'image, mais ces images sont très très sonores. Il prend des mouvements, il fait des mouvements, il prend des mouvements industriels, etc. Donc on est tout le temps dans des formes très sonores, très rythmiques éventuellement, mais parce que répétitives aussi. Mais on est très très sonore. Mais évidemment, alors, bien sûr, il y a eu toutes les expériences sonores qui ont été faites
dans la salle, puisque c'était ça la question du sonore, c'était évidemment dès le tout début des images mouvantes ramener du sonore, puisque le sonore était déjà dans les images fixes au préalable. Toutes les projections d'images fixes se faisaient avec des bonimenteurs, avec des musiciens, avec des gens qui bruitaient les choses. Et finalement, le sonore existe bien avant l'arrivée du synchronisme au cinéma. Donc, c'est ça la question. C'est ça le lien aussi avec Loznitsa. C'est en quoi le cinéma a besoin du synchronisme et jusqu'où il a besoin du synchronisme. Toute l'histoire du cinéma muet, c'est une histoire sonore absolument énorme. On en a très peu de traces. Mais c'est colossal le travail sonore qui a été fait sur les films muets. C'est pas simplement un piano. C'est bien autre chose. Donc, bon, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus, très, très intéressantes. Mais dès qu'arrive le synchronisme, le cinéma essaye de trouver sa forme avec ça et peu à peu exclut toute la liberté qu'il avait avec le silence du muet. Et c'est juste Fritz Lang qui fait le lien. Hein, si vous regardez M. le Maudit, on a des scènes entières qui sont muettes et qui sont les moments les plus puissants du film. Le moment du tribunal à la fin, c'est totalement muet. Les moments où M va se faire attraper, c'est totalement muet et silencieux. Donc à cette époque, si vous voulez, on est dans une époque transitoire entre le muet et le sonore, et le silence a une véritable place qui n'est pas simplement le silence naturaliste d'une situation silencieuse. C'est bien plus compliqué, bien plus riche que ça. Donc bien sûr, le sonore, lui aussi, fabrique ses images. À l'écoute, on a sans cesse des images, puisque finalement, écouter, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est se souvenir. Entendre, c'est évidemment se souvenir. Et c'est se souvenir de sa propre expérience, puisque ce dont je me souviens, c'est uniquement de mon expérience. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mémoire sonore, on a une mémoire globale, dans laquelle, évidemment, il y a une part sonore, mais si on veut aller dans le passé, c'est surtout visuel. Si je veux me souvenir de quand j'avais 5 ans, c'est pas des sons que j'entends, c'est un lieu que je vois. Donc cette mémoire, en fait, on peut avoir bien sûr des mémoires sonores anciennes, mais cette mémoire, elle est personnelle. Et c'est en ça que, finalement, l'appropriation cinématographique est extrêmement puissante, parce que c'est une mémoire affective que la mémoire de l'écoute. C'est-à-dire d'une expérience de la douleur, on pourrait dire, hein, puisque ça serait ça, finalement, être au monde. Arriver au monde, c'est faire l'expérience de la douleur. Et donc le sonore, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une mémoire qui n'arrête pas d'être transformée, d'être régénérée et d'être toujours retransformée, sans cesse. Mais c'est une épaisseur de mémoire qui est liée à la somme de nos expériences. Donc on n'est pas égaux face à ça. Hein, un Indien d'Amazonie qui voit un film, ses repères sonores ne sont pas les mêmes, quoi. Donc il y a là quelque chose qui est une représentation, une construction
parce que fabriquer du sonore, c'est faire une reconstruction tout le temps, et qui va être lu différemment par chacun. Donc c'est un dispositif qui est dans le monde du sensible. C'est un dispositif fragile, parce que ce qu'on va écouter, c'est pas les choses, les grosses choses, ça sera que les petites choses. On n'écoute pas les grosses choses, on les comprend tout de suite, et c'est pas là que se passe la question du sonore. La question du sonore, elle se situe à l'endroit de l'indicible, enfin du presque rien. Elle se situe à l'endroit de la toute petite nuance qui fait que le mot est retenu ou le mot est appuyé. Et c'est à travers le son du mot que le sens apparaît. Et même si on va tout le temps vers le sens, c'est le sonore qui est là d'abord. Ce qu'on entend, c'est avant tout le sonore. Le sonore en tant que bruit. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la relation, c'est-à-dire du toucher, de la façon dont je vais toucher l'autre. Comment mes mots vont toucher l'autre. Un même mot peut avoir des sens très très différents selon la façon dont évolue son son, dont est porté son son. Donc il y aurait là quelque chose qui se constitue et qui doit être constitué non pas par le montage, etc., mais par la mise en scène, c'est-à-dire au moment où on enregistre. C'est-à-dire quelles sont les conditions de l'arrivée de la parole. C'est ça la première chose finalement. C'est-à-dire que pour enregistrer, ne serait-ce qu'un entretien, pour un documentaire, je ne sais quoi, ce qui est le plus important, c'est la relation que vous établissez avec l'autre, qui va faire, et le silence que vous allez produire, qui va faire que la parole puisse naître et qu'elle soit ce qu'elle va être, c'est-à-dire à l'endroit de sa fragilité. Et c'est ça la construction finalement de la mise en scène du sonore. C'est dans quel lieu, à quel moment, avec qui, à quelle distance, dans quel rapport. Tout ça avec un mode de représentation qui n'a rien à voir avec celui de l'image. C'est-à-dire que l'image a un cadre, l'image a une profondeur de champ, et dans cette profondeur de champ, il y a un point qu'on déplace. On fait le point sur l'œil, et puis si on déplace le point sur l'oreille, ça dit « cette personne écoute ». Au son, on ne peut pas faire ça, quoi. Au son, même si on a un micro directionnel, on entend tout. Il y a juste une réjection arrière de 20 dB. Donc, il y a 20 dB de moins derrière, c'est tout. Mais 20 dB, c'est rien du tout. Quand il y a 70 dB, il reste 50. Si on parle derrière le micro, on nous entend. Donc voilà, il n'y a pas de cadre, on entend tout. Il n'y a pas de point, le point est à l'infini. Et on ne peut pas déplacer justement ce point. Donc on a deux modes de représentation. Et c'est quoi finalement les variables qui vont être importantes pour le sonore? Ça sera la distance. Puisque si je suis prêt, je sors l'objet
que j'enregistre de son contexte. Si je me colle à la bouche du curé, il n'est plus curé. Et si je recule un peu, on entend la réverbération de l'église. Donc il redevient curé, quoi. Et c'est ce rapport de distance qui va déterminer son introduction, finalement, dans son contexte social. C'est-à-dire, plus je suis proche des choses, plus je les décontexte, et plus je m'éloigne, et plus je les remets dans le contexte. C'est-à-dire que la résonance, ce qu'on pourrait appeler la résonance, la réverbération des espaces, des échos, finalement détermine un espace social, quoi. C'est pas simplement une réverbe comme sont les réverbes numériques ou les plaques ou les... C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point finalement ces éléments de résonance, on se demande d'ailleurs comment c'est arrivé ça, parce que on sait que les cavernes, ont été toujours des lieux mystérieux qui ont, par la prolongation temporelle des éléments sonores, on parle dans un lieu réverbérant, dans une grotte, dans un lieu, et la voix prend du temps, quoi. D'un seul coup, le temps s'ouvre. Et évidemment, ça a à voir sans doute avec cette idée de fabriquer des dieux, quoi. On est dans un autre temps. Et tous ces lieux sacrés sont sans doute dans ces espaces qui produisent plus de temps, quoi. De la durée. On a longtemps, finalement, enregistré dans les espaces réverbérants. Et puis à un moment donné, je repense à l'enregistrement de la musique classique, Karajan s'est mis à enregistrer en studio, quoi. Il dirigeait la Deutsche Grammophon, c'était quasiment ça. Et il a décidé d'enregistrer en studio, quoi. D'un seul coup, il n'y avait plus l'acoustique de ces espaces. Et on a mis des réverbes à plaques, des EMT, des grandes plaques réverbérantes sur cette musique. Et c'était quoi, d'un seul coup, cette résonance, quoi, cette résonance qui était au neutre, hein. C'est-à-dire que finalement, on accepte de ne pas savoir finalement ce que c'est que cette résonance, hein. Le fait de pouvoir la neutraliser, c'est qu'il suffirait d'avoir de la résonance pour y croire, quoi. Alors on a raffiné la chose, on a fait des réverbes à convolution, c'est-à-dire qu'on a été faire des prélèvements de des acoustiques différentes, on a pris une empreinte de ces lieux-là, puis après on les met sur des enregistrements qui sont faits en studio, par exemple, pour simuler un autre lieu, quoi. Mais ça marche parce que c'est des gens qui sont sur des chaises, des musiciens qui ne bougent pas. Mais s'ils se déplaçaient, ça ne marcherait pas, quoi. Donc il y a quelque chose là qui est une espèce de forme illusoire, hein, mais qui fonctionne. Et c'est très étrange, c'est que la période des années 70 a développé énormément la réverbération. Avant, la réverbération, il y en avait... Soit c'était dans les lieux, soit il n'y en avait pas. Si on écoute le domaine musical, si on écoute les pièces de Boulez, du domaine musical dans les années 50, 54, 50, c'est complètement froid, il n'y a pas de réverb du tout, il n'y a rien. C'est complètement à plat, quoi. Donc là, il y a quelque chose du sacré qui est arrivé sur la musique, qui s'est installé.
qui a déplacé la musique dans des endroits, dans un espace qui serait, oui, un monde du sacré, quoi. Évidemment, qui a été augmenté par le fait qu'on a enregistré les musiciens les uns séparés des autres et qu'il fallait reconstituer un espace commun. Parce que, évidemment, les orchestres étaient déséquilibrés et mettre une contrebasse à côté d'une batterie, c'est difficile à enregistrer séparément les deux. Donc on les sépare et puis après on essaye de les rassembler avec un liant. Donc la réverbération devient un liant, quoi. Mais c'est plus un espace social. Donc voilà, je fais cette errance entre le cinéma, le théâtre, la musique, etc. parce que la question est toujours la même. Je crois que la question sonore, c'est une question qui n'est pas vue. Hein. Pourquoi elle est très peu vue? Elle n'a pas été vue pendant très longtemps. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le CNRS sur le son du théâtre, sur l'histoire du son du théâtre. Il n'y a aucun bouquin sur les encyclopédies théâtrales qui parlent du son. Or, le sonore, le théâtre, c'est sonore. Bien sûr, c'est de la littérature, mais toute la part sonore qui est fondamentale, elle n'est jamais vue, quoi. Et on a été à la BNF, à la Bibliothèque nationale, on a ressorti des enregistrements de Jouvet, plein d'enregistrements qui datent même de la fin du 19e siècle, et sur cylindre, qui n'avaient jamais été réécoutés, quoi. Donc l'objet son, l'étude théâtrale sur le son, elle n'a jamais existé. On l'a inauguré avec Marie-Madeleine Mervan-Rouille à partir de 2004. Alors pourquoi le sonore est à l'abandon? Pourquoi c'est pas un véritable objet? Les sound studies, elles arrivent très récemment. Les études sur le son, c'est très très récent. Stern, il écrit depuis 10 ans, 15 ans. Jonathan Stern. Pourquoi ça? Et c'est lié à une chose très simple, hein, c'est que pour entendre, il faut abandonner ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que écouter, c'est ne plus se souvenir de ce qu'on vient d'entendre pour être disponible à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a un abandon permanent de la chose et qu'il n'y a pas de fixité comme on peut avoir avec l'image. L'objet est éphémère, l'objet disparaît sans cesse. Et que l'on est tout le temps dans une inconscience parce que notre écoute est tout le temps une écoute singulière d'un élément. Et on n'écoute qu'une seule chose à la fois. Hein, en radio, c'est connu, hein, quand il y a deux personnes qui parlent ensemble dans un entretien, qui se chevauchent, on ne comprend plus rien, quoi. On écoute une chose à la fois. Et donc notre écoute, c'est une écoute discontinue, c'est une écoute d'errance, c'est une écoute qui ne cesse d'abandonner les choses, de les oublier pour se rendre disponible à tout ce qui va arriver. Et de ne pas écouter. Alors là, il y a quelqu'un qui est fondamental là-dedans, c'est un physiologiste, qui est professeur au Collège de France, enfin maintenant émérite, qui s'appelle Alain Berthoz, et qui travaille beaucoup sur l'économie que l'on gère en nous, et qui dit que fondamentalement, notre fonction, c'est de ne pas voir, de ne pas écouter, de ne pas agir, etc. De s'économiser pour aller au bout de la journée, quoi. Et que si on essayait d'écouter tout, on serait déjà mort, quoi. On ne peut pas, c'est pas possible. Et donc notre fonction première, c'est pas d'acquérir, c'est de ne pas acquérir. Donc de faire disparaître, d'oublier, enfin on est des filtres
Et on garde quelques éléments. Mais ce que j'ai vécu il y a 10 minutes, je m'en souviens plus. Ce que moi je vous ai dit il y a 3 minutes, on s'en souvient plus. On est dans quelque chose qui se fait au présent, en permanence, et qui évacue, voilà. Et l'écoute, c'est ça. C'est du présent en permanent, avec toujours quelque chose qu'il appelle la protension, c'est-à-dire une volonté de devancer ce qui va arriver, de se tenir prêt au surgissement qui va advenir. Donc il faut vite virer tout ce qu'on a pour pouvoir être disponible. Pourquoi ? Parce que l'avenir, c'est le danger. Et que notre écoute est une écoute du danger avant d'être une écoute du désir. C'est-à-dire, évidemment, fondamentalement, l'écoute, c'est j'écoute ce que je désire. Je t'écoute, toi, au café, parce que t'es ma chérie, et les autres, j'en ai rien à faire, quoi. Et donc, j'oublie tout le café. Mais à quel moment il apparaît le café ? Au moment où quelqu'un rentre, ou quelqu'un renverse une table, ou renverse un verre, ou la machine à café fait de la pression, etc. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute les coupures, on écoute les ruptures, on écoute les éléments transitoires, on écoute ce qui survient, on écoute ce qui sort des invariants. Par exemple, l'acoustique de cette pièce, on ne l'entend plus. Mais si je sortais dans le couloir et que je vous parle dans le couloir, vous verriez qu'il y a l'acoustique du couloir et il y a l'acoustique de cette pièce. Et l'acoustique de cette pièce commencerait à être audible. Parce qu'on serait à un endroit d'un seuil, qui est l'endroit de la porte, qui fait exister 2 espaces, donc 2 acoustiques. Et par comparaison, donc les acoustiques apparaissent. C'est-à-dire, finalement, les invariants, qui sont les lieux qui ne changent pas de couleur, c'est comme le frigidaire, quoi. On est chez soi, on est dans sa cuisine, on fait un entretien avec quelqu'un au magnétophone, on parle avec cette personne, finalement le frigidaire, on l'entend au moment où il démarre, puis on l'entend au moment où il s'arrête. C'est-à-dire 2 ruptures de régime. Mais l'enregistreur, lui, nous fait entendre le frigidaire en permanence. Donc c'est quoi finalement cette différence entre les deux ? C'est que l'un, c'est une écoute sensible et que l'autre, c'est une écoute machinique. Et que notre façon de faire du son, c'est de se servir de ces machines qui produisent un objet qui n'est pas un objet d'écoute, qui ne représente pas une écoute. Et donc, que la question de fabriquer du sonore, ça serait de fabriquer une écoute. C'est-à-dire heureusement, dans le cinéma, il y a le montage qui nous oblige à changer d'axe, à changer de distance, à couper les éléments, à être proche, à être lointain, et qui fait que l'écoute se varie. Mais si vous regardez, par exemple, en radiophonie, même les créations sonores de radiophonie, sont très plates, très continues. Les dramatiques radio, c'est absolument dramatique. C'est toujours dans le même lieu, enfin, certains en sortent, certains sortent des lieux, mais quand même. Et on se demande pourquoi la musique reste toujours dans ces studios, quoi. Enfin, moi, je me souviens, dans les années 70, on enregistrait des disques en bagnole, la nuit, dans Paris, on descendait de la voiture, on allait enregistrer sous les tunnels, dans les parkings, on remontait en voiture. Il y avait un poète dans la voiture qui disait des trucs, on roulait, etc. On fabriquait des objets comme ça, un peu plus... qui sortaient des studios, quoi. On enregistrait avec Berrocal dans les porcheries, avec les cochons, quand on leur donnait à manger, qui volaient. Vous voyez, la question, justement, il s'agit de remettre en scène les choses, c'est-à-dire de faire un démontage des éléments qu'on saisit et un remontage
pour faire une reconstruction. Et c'est pour ça que la question du field recording, qui est si à la mode, etc., souvent les gens se contentent d'une prise de son continue, etc. Mais c'est le son de la machine, quoi. Quel intérêt? Quel intérêt? Qui parle? Qui parle? Le microphone? On n'est même pas au niveau zéro de la photographie, quoi. Donc, voilà, cet abandon du sonore, finalement, on est arrivé à faire confiance à ces outils, quoi. Quand on parle sonore, on parle des machines. C'est assez dramatique. Ou alors, il faut délirer les machines, il faut s'amuser avec les machines. Mais maintenant, c'est des boîtes noires. On ne peut plus faire grand-chose. Ou il faut faire de la programmation, quoi. Donc, ça serait finalement mettre en scène des éléments dans l'espace. Ça serait enregistrer des éléments dans des espaces choisis. C'est-à-dire choisir les matériaux, choisir les lieux, choisir les gestes. Parce que le sonore, c'est toujours le sonore d'un geste. Il n'est de sonore que sonore d'un geste. Et c'est étonnant que les sonothèques de cinéma sont toujours indiquées comme des objets. On dit portière de voiture, par exemple. Mais c'est quoi portière de voiture? Parce qu'une portière de voiture qui est claquée violemment, c'est pas du tout pareil qu'une portière de voiture qui poussait délicatement pour pas réveiller le bébé. Et on se rend compte que finalement le son de la portière de voiture, c'est le geste qui est important. C'est pour ça que le bruitage fonctionne. Mais le bruitage, c'est le geste, c'est pas l'objet. On voit bien, c'est pas les bons objets. Et pourtant, ça marche. Et qu'est-ce qui marche dans le bruitage? C'est que c'est le geste. C'est le geste qui compte, comme on dit. C'est le geste qui compte. Donc ça serait quelque chose qui aurait à voir avec le geste, le sonore. Mais voilà, alors les conditions du geste, c'est quoi? C'est la relation. C'est la relation à l'autre. Le môme qui passe la nuit avec sa mobilette, son pot d'échappement et qui fait pétarader sa mobilette toute la nuit dans les immeubles, c'est un geste. C'est pas simplement un pot d'échappement. C'est une façon d'exister dans un espace social, etc. Il y a quelque chose. Voilà, le geste, il peut être médiatisé de plein de façons différentes. Mais finalement, ce sonore, c'est toujours ça. Et ce qui nous émeut dans le sonore, c'est ça. C'est l'inframince, comme disait l'autre. Le très sensible, le presque rien. La nuance, la toute petite nuance. L'hésitation, le tremblement. Toute la fragilité, quoi. Ou la violence. Évidemment, c'est un objet fragile, quoi. Le sonore. Et curieusement, sa représentation, c'est la puissance. Monte le son, quoi. C'est monte le son. C'est les boîtes ou les concerts où il faut se mettre des boules caisses pour y assister. Il y a un truc là qui est quand même paradoxal, quoi. C'est évidemment, du coup, l'expérience limite de la sensation. Mais le sonore, c'est la sensation. C'est la sensation avant le sens.
et c'est le temps. C'est-à-dire, c'est l'expression dans la durée. Parce qu'on pense... Comment dire? Il y a toujours derrière un désir d'approche ou d'éloignement dans l'écoute. Il y a toujours un moment de désir du silence. Et il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une énergétique, c'est-à-dire d'une évolution des énergies dans le temps, quoi. Mais il y en a toujours trop. On pourrait dire ça, qu'au sonore, il y en a toujours trop. Que la question du sonore, ça serait d'en mettre le moins possible. Mon travail, souvent, avec les metteurs en scène de théâtre ou de cinéma, c'était toujours d'en faire retirer, quoi. De retirer du son. Je me souviens avec François Caillat, il m'a appelé... Son film était pratiquement fini, il était à la fin du montage son, et il n'arrivait pas à boucler le truc, ça n'allait pas, il ne savait pas ce qui n'allait pas. Et mon boulot, ça a été de retirer les 3/4 des sons qui avaient été mis sur ce film. Et à la fin, on commençait à entendre. Parce qu'on croit que parce qu'on fait du son, il faut en rajouter. Au contraire, il faudrait en enlever, quoi. Et souvent, la question, c'est combien de sons pour cette image? Combien de sons pour ce plan? Vous savez qu'on mixe les films maintenant sur les productions industrielles du cinéma avec 300 pistes. Alors, ce n'est pas 300 sons différents, puisque on est souvent en multipiste avec 8 pistes sur un même élément. Mais c'est 300 pistes. Alors que quand Fritz Lang fait Le Maudit, dont on parlait, c'est 3 pistes. Quand Tati fait Playtime, qui est son plus gros film, qui était diffusé en 4 canaux, quadriphonie à l'époque, c'est 13 pistes. J'ai vu les feuilles de mixage, c'est 13 pistes. Et dans les audits de cinéma, il y avait en général 8 dérouleurs. C'est-à-dire, s'il y avait 13 pistes, ben on en réduisait 3 en une, comme ça en plusieurs étapes. On faisait des pré-mixages, et puis voilà. Et quand on écoute ces films, on n'a pas l'impression qu'ils sont pauvres en son. Au contraire, c'est parce qu'il y en a très peu qu'on commence à entendre. Il y a un exemple qui est assez formidable. Je pourrais vous montrer un extrait, parce que ça vaut le coup. C'est le film Stalker de Tarkovsky. Et de ce point de vue... alors, beaucoup de gens ont vu ce film. Il est ressorti. Et un jour, le DVD est sorti. Moi, je connaissais la version VHS. Et quand le DVD est sorti, j'ai lancé le DVD et je suis tombé sur la version 5.1. Et... j'ai pas reconnu la bande-son. Et je me suis dit, tiens, il a dû faire 2 mixages, quoi. Ils ont ressorti une version ancienne avec plus de sons. Et puis j'ai vu que sur le DVD, il y avait une version originale mono. Donc je suis retourné sur la version originale mono, et puis j'ai vu que là, il n'y avait pas tous les sons qu'il y avait sur la version 5.1. Et Tarkovsky était mort depuis un certain temps, quand même. Et quand le mur est tombé, à Berlin, que le cinéma, qui est un cinéma d'État russe, soviétique, a vendu les films d'État
à des boîtes de production. Ces boîtes se sont mises à restaurer les films ou à les éditer en DVD et en les remixant. En tout cas, je ne sais pas combien de films ont été modifiés comme ça, mais celui-là, ils se sont permis de rajouter des sons pour remplir les canaux, puisqu'il y avait 5 c'est-à-dire un centre, une stéréo, et puis une stéréo arrière. Voilà, il fallait mettre des choses dans les tuyaux. Donc, voilà. Je vais vous montrer, ça c'est une expérience assez étonnante, les 2 versions du début de ce film. On ne va pas regarder celui-là. Je vous le montrerai après parce que ça c'est une chose intéressante aussi. Alors on va regarder on peut monter un peu plus, peut-être le son. On est peut-être un peu en dessous. Vous voyez, il y a version russe 5.1 et version originale non. Donc on va regarder la version russe 5.1. On va passer le générique parce qu'il est un peu long. Donc là, on l'écoute simplement sur 2 enceintes en stéréo.
etc. Je vais vous passer maintenant la version originale. Et vous allez voir que c'est un tout autre film. Alors, donc ça c'est une copie de la version 35, donc qui n'est pas restaurée. On va aller tout de suite au même endroit.
Bon, voilà. Vous voyez que dans la version originale, on est en apnée. On est complètement avec lui. On ne fait pas de bruit. On essaye de ne pas réveiller les enfants, la femme et les enfants, etc. Et vous voyez que dans la première version, avec tous les éléments sonores qui sont là, le jeu n'a plus raison d'être comme ça. Même le jeu de l'acteur, il y a un contresens total, quoi. Et c'est rare qu'on ait deux versions comme ça, qu'on puisse voir la différence, parce que... Et vous voyez que c'est... On pourrait dire, finalement, formidable, en 5.1, on peut rajouter des ambiances, du vent, de la pluie, des grincements du parquet, etc. Ils ont changé le train, ils ont mis un tout-tout, voilà, et la Marseillaise, ils l'ont trouvé sur un film, donc on entend dedans présenter armes, alors que c'est simplement quelque chose qui est dans la tête du Salker, et qui est un hymne de liberté, enfin... À l'époque, on était à l'époque soviétique, hein, Tarkovsky ne met pas la Marseillaise pour rien dans son film. Donc vous voyez que voilà, le film est détruit, quoi. Et c'est celui-là maintenant qui passe en salle. C'est la version 5.1. Et alors bon, droit d'auteur, voilà, la protection des œuvres, c'est quand même... personne n'a rien vu. Il n'y a pas eu un article dans la presse là-dessus, même dans les canards de cinéma. Quand il y a eu les premiers films colorisés en noir et blanc, là, il y a eu sur Le Monde 4 pages sur le scandale qui était de coloriser des archives. Mais alors, quand ça s'est apparu, personne ne l'a même repéré. En fait, moi, je l'ai repéré par hasard. Je l'ai repéré parce que je connaissais par cœur la version originale, quoi. Mais si on ne connaît pas, voilà, on avale les couleuvres. Les couleuvres du plus, voilà, plus blanc que blanc, hein. Alors, on va vous donner un peu plus de son, ça sera mieux. Et ça, c'est un truc quand même assez... une supercherie... Donc la question, ça serait, voilà, de se poser... Mais c'est la question qu'on a posée à tous les réalisateurs. Si nous, on est censé travailler avec eux pour porter la question du sonore, c'est à nous de les questionner à chaque fois pour leur dire, mais tu es sûr de ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas creuser? Est-ce que là, on ne pourrait pas virer ça? Est-ce que ce sont... Est-ce que c'est nécessaire et suffisant? Voilà. Est-ce qu'il y a là quelque chose de suffisant? Et je crois que on est à une époque en ce moment où il y a de la technologie, c'est-à-dire que le sonore fait partie des avancées technologiques, hein. Voilà, on avait de la mono qui était au centre, donc c'était pour tous les gens de la même façon. Puis on a ensuite de la stéréo, alors il ne faut plus être au centre de la salle pour avoir l'effet. Et puis après, donc on a mis une mono au centre, donc ça devenait une stéréo un peu plus ouverte. Et puis après, on a fait du 5.1, donc c'est plus qu'une place au centre qui peut entendre la totalité. C'est-à-dire que, voilà, maintenant on est passé, vous devenez le prince, achetez le système home vidéo, vous serez le prince au milieu du monde, quoi, chez vous. Il y a quelque chose là qui passe de la démocratie à la royauté, quoi. Hein, donc voilà, je crois que ça, c'est des choses importantes. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, et on finira par ça, c'est, et puis peut-être je répondrai à vos questions. Je voudrais vous montrer un film qui est fait par un photographe et un preneur de son. Et donc c'est un travail qui est entre la photo, en fait, c'était avant des... que je le retrouve. Où est-ce que j'ai mis ça? Sous quel nom?
La parade. Ah ben voilà. Donc c'est un travail qui a été fait sur les populations du nord de la France et sur les passions des gens. Donc il y a des gens qui font des combats de coqs, des gens qui jouent à pigeons, c'est-à-dire avec des pigeons voyageurs, des gens qui font des majorettes, des gens qui s'occupent des bagnoles, qui font du tuning, etc. Et c'est un travail parallèle qui a été fait au son et à l'image et qui a été reconstruit. Donc là, ce qui est très intéressant, par exemple, sur le début de ce film, c'est de voir que il y a un travail de reconstruction des images entre elles, mais aussi du sonore. C'est un sonore, par exemple, pour les majorettes qui a été enregistré en gymnase et qui là est mis sur un extérieur. Et donc on a une espèce d'écart entre ce qui est donné à entendre et ce qui est donné à voir. Et vous allez voir cette poétique qui commence à apparaître et qui fait que le cinéma devient autre. Celui-là. Voilà. Je me suis mariée à 18 ans, j'ai eu mon premier enfant à 18 ans, il est né à 18, et j'ai habité au 118, on a acheté une maison au numéro 18, je me suis mariée dans une Renault 18, et mon numéro de body de majorette est numéro 18. Quand je danse, j'oublie tout en fait. J'oublie le jour, j'oublie l'heure, j'oublie comment je m'appelle, j'oublie... Je suis dans mon monde. Ça remplit tout. 1, 2, 3, sur le côté. Je suis aussi grande que la terre. On ouvre, on vient, on joint. La boucle vers le haut, à l'envers, on descend. Quand vous faites votre cercle sur le côté, la main elle reste là. On ne descend pas la main. La main elle reste bien là. Allez, on y va plus vite. Je suis technicienne de surface dans une entreprise de transport. Donc, quand j'ai mon manche à balai, c'est un manche à balai que je peux l'agrandir ou le mettre plus petit, donc je le divise, je le mets plus petit, puis voilà, je revois mes petits mouvements entre deux. Ou avec mes sacs poubelles de 100 litres, donc c'est assez grand pour faire un petit lancer, pour revoir... mais partout en fait, hein, c'est... oui, hein, la semaine on travaille, donc il faut bien revoir un petit peu ses mouvements. Mais mes collègues le savent très bien. Ils le savent très bien, ils me respectent. Ce tissu, vous découpez, vous cousez, et hop, ça vous donne ça. C'est magique. Dans un paquet de paillettes, il y a 1000 paillettes. Pour un grand body, il faut 2 paquets. Donc 2000 paillettes cousues à la main individuelle. Quand on voyait les prix des tenues, des majorettes, c'est très cher. Donc on s'est venu, bénévolat bien sûr, hein, je fais ça chez moi, par amour. Pourtant c'est l'électricité, c'est le temps, c'est les douleurs de dos, c'est la course. Il faut partir au travail aussitôt derrière. Et derrière le travail, il faut rentrer à la maison pour coudre. Mais bon, c'est une histoire de quelques mois. Après, quand on danse, quand on habille en paillettes, on a vite oublié les heures de travail derrière. On l'a vite oublié. Ah non, j'aime pas moi d'origine.
Une voiture d'origine, à la rigueur, c'est bien pour ceux qui vont chercher du pain pour les vieux, mais pour moi, hors de question. Au minimum, c'est une paire de jantes et un glace teinte. Minimum. Minimum syndicole, chez moi. 47 en top jante. Ça fait 4 ans que je travaille dessus, pour avoir le résultat que vous voyez. Là. Les portes avant, on les a fait nous-mêmes. Le numéro 115. Avant de la faire en peinture, j'ai mes portes arrière à faire. Parce que je les passe en porte-suicide. Donc c'est comme les taxis londoniens, dans le temps. Les portes à l'envers. Ensuite, elles passeront en peinture. Ensuite, le top trappe à essence. Après, on n'est pas tous ministres. Hein. Si je le fais moi-même, c'est parce que j'aime. Et j'ai pas un budget de ministre. Voilà. Parce que si j'aurais de l'argent, vous regardez, la plupart des machines, c'est fait chez des préparateurs ou des machins. Ouais, mais paf, les mecs, ils allongent. Moi, j'ai la fierté derrière. Voilà. C'est un burn quoi, c'est un coup de première sur place, on fait fumer les pneus et puis voilà quoi. Bah le Carran il a pas apprécié. C'était le burn de trop. J'aurais su, j'aurais pas dû le faire celui-là. Non bah t'aider. Vas-y, Jean, mets-toi dedans, pousse. Vas-y, Jean, mets-toi dedans, pousse. Pas trop fort non plus. Bah quitte ta voiture, tu vas te faire défoncer par ta femme. Attends, je la fais, je vais lui dire. C'est lui qui a l'appel Romain. Bon, c'est pas grave, on verra cette semaine pour réparer, pour être opérationnel pour le week-end prochain. Ça fait encore un billet de 50 €, mais c'est pas grave. On va se démerder. Il y a juste 2 heures de remorquage et ça devrait le faire. Faut pas être pressé quoi. Heureusement que je suis d'après-midi demain parce que... Putain, j'aurais bien été dans le chien. Le top trappe à essence. Déjà, on a un but pour celle-là, déjà, c'est qu'elle aille au Parachuting Show. Celle-là, il faut qu'elle parte au Parachuting Show. Il y a 4 ans et demi de boulot dessus, tout est fait par ses mains, quoi. Tout. Il y a 15 000 € dessus, hein. C'est pas une 205, hein. Il y a de l'argent, il y a tout. C'est pour ça qu'elle dormira pas dehors. Bah, elle dort devant chez moi. Mais moi, je suis au taquet. Moi, j'entends un bruit, je suis à la fenêtre. Alors... Puis moi, c'est un bled de facho, je suis tranquille. On fera pas chier dans mon bled. Y a pas de branleur. Le top jante, le numéro 73. Y a pas d'étrangers, on est tranquille. Après, c'est la vie, hein, mais... Ouais, voilà, je suis peinard. Mes voitures, je sais qu'ils peuvent dormir dehors sans problème. Les géants, on les trouve dans les hangars, ceci, cela, bah ouais. Ben, il y a beaucoup de villages ils les laissent à l'abandon. Et ceux qui ont été brûlés ou Et ceux démolés, qui ont été brûlés. Moi, je les aime comme une personne, comme une vraie personne. Là, ils sont en osier et tout ça, mais avant d'être en osier, la personne, elle a réellement existé. Pour l'anniversaire de mon grand-père, j'avais fait son géant, en fait. Je dansais dans la cour tout seul avec mon géant. Le meilleur moment, c'est la première fois que j'ai porté. C'est le moment avec mon père, en fait. La première fois que je l'ai levé, il m'a regardé. Il savait que mon rêve, en fait, j'étais en train de l'accomplir. J'ai attendu 18 ans pour porter. Enfin, la rêve de gamin, quoi.
Après, bah, c'est tout qui passe dans le cerveau, c'est le grand-père, c'est ce qu'il va penser de nous, c'est la fierté surtout, ce qu'il doit être fier quand même. Samedi 6 juin à Jarnac, à Cognac, il y a Pau. 3 juillet, il y a Barcelone, Marseille, Carcassonne, Perpignan. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de GPS. Hein. Eux, ils ont des ailes et hop, ils rentrent à la maison, ils savent la route. Eux, tout droit. Il y avait des canaris, c'était trop de boulot, et puis j'ai dit je reprends des pigeons. J'ai mon père qui joue à pigeons, j'ai mon oncle qui joue à pigeons, mes cousins dans le même quartier. Et puis là, je me suis mis à jouer aux pigeons, à 9 ans. Ah, c'est comme une famille, et mes pigeons, c'est comme une famille, quoi. Les femelles, ils sont dans leur casier, il faut toujours qu'elles soient en feu pour le mâle, quoi. Pour qu'il revienne plus vite, motivé. C'est beau voir un pigeon rentrer, qui rentre à la maison en claquant des ailes et tout. Tout joyeux de rentrer. Et 8. Bon, ça arrête là-dessus, parce que c'est un film qui est pas très long, il fait 50 minutes, mais qui est très étonnant, parce que c'est un travail très très serré entre les deux, quoi, dans cette façon de reconstruire les paroles et de reconstruire avec les images, et de remettre du mouvement dans les photos, et avec quelques éléments qui sont filmés, mais très peu. Donc c'était un webdoc et qui a été reconstitué en une séquence. Il y a beaucoup de musique parce que c'était le début et fin de chaque séquence, mais c'est un film assez étonnant, quoi. Ça s'appelle La Parade, Samuel Bollendorf et Mehdi Aoudig. Ça doit se trouver sur le net, je pense, quelque part. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que ce sont des formes, c'est comme Loznitsa, quoi. Ce sont des formes très différentes des formes habituelles de la construction cinématographique, dans la relation entre les images et les sons. Et ça montre que finalement, cette question de la reconstruction est vraiment le lieu du travail avec le son. Entre le son et les images, il y a quelque chose, les choses ne sont pas données, quoi. C'est à chaque fois inventer une forme. Et que cette question de la constitution d'une forme nouvelle à chaque construction est absolument essentielle, quoi. Chaque film, chaque construction, chaque installation demande à inventer sa forme. Voilà. Quelques questions, peut-être. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans une saturation au niveau sonore? Et si oui, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de notre époque?
C'est une grande question. Grande question. Oui, on est en saturation sonore, évidemment, partout. C'est difficile de trouver des lieux calmes, c'est difficile de ne pas avoir du flux, quoi. Parce que c'est ça la question des médias, c'est que ce sont les médias de flux. Et que même la radio n'arrive plus à faire ces silences. Même France Culture, qui faisait des silences jadis, ils sont devenus de plus en plus courts. Le TDF déclenche la musique s'il y a un silence de plus de, je ne sais plus combien, 7 secondes ou 8 secondes. Donc c'est comme si c'était une panne. Ça veut dire que... C'est par quoi j'ai commencé tout à l'heure, c'est que le silence, c'est ce à partir de quoi la parole peut advenir. Et que si on ne fait pas silence devant l'autre, on ne peut pas parler. Et l'autre ne peut pas parler. Et la saturation, ben voilà, c'est l'assourdissement, en fait. Et je crois qu'il y a une décroissance même dans notre travail, parce que quand on voit que le cinéma a augmenté sa charge sonore d'une manière telle, parce que le sonore ne s'entend pas, c'est ça la question, hein, c'est un objet qui arrive dans l'inconscient et qui nous envahit et qui nous surcharge, mais c'est quelque chose qui est complètement inconscient, quoi. Il est induit par les images. Et on n'a pas de possibilité d'avoir distance avec, quoi, de le remettre à distance. C'est extrêmement difficile. Donc, comment faire? En tout cas, moi, ce que je peux dire aux étudiants, c'est de faire gaffe, ouais, que c'est vraiment un matériau, à la fois un matériau fragile et un matériau dangereux, quoi. Et que faut y aller mollo. Et on se rend compte que finalement, quand on met un son déjà en regard d'une image, ça bouleverse tellement le regard. C'est un convertisseur d'images, le son. Ça transforme complètement les images. Donc il faut essayer plusieurs choses, il faut essayer... Et pareil sur les niveaux, quoi. Il n'y a pas besoin de monter les sons, quoi. On peut travailler à des niveaux très bas, et ça fonctionne encore mieux, quoi. Plus on baisse, et plus les gens vont chercher les choses. C'est ce qu'on a vu avec Stalker, hein. La question, c'est de fabriquer un objet d'écoute, c'est-à-dire de fabriquer de l'écoute. Fabriquer chez l'autre du désir d'écoute. C'est pas de donner un message, c'est d'inviter l'autre à faire le travail lui-même. Hein. Mais c'est ce qu'avait fait Jacques Tati magnifiquement, quoi, dans une économie incroyable. Il faut réécouter toute l'œuvre de Tati. Mais plein d'autres, hein, de Jean-Pierre Melville. Tout le cinéma de Melville est un cinéma du silence. Hein. Il disait, moi je fais des films sur les truands parce que là-bas on ne parle pas. Je passe souvent aux étudiants le film de Cavalier, Libéramé, où il n'y a aucun dialogue, aucune musique, et c'est du son direct. Il y a juste une piste, il n'y a pas de mixage. Un long métrage de fiction d'1h30 sur des gens emprisonnés, sur la privation de liberté, donc la privation de parole. C'est un film absolument extrêmement puissant, quoi. Et on se dit, mais ce film est énormément sonore, éminemment sonore, alors qu'il est sonore par le très peu qu'il donne. C'est parce qu'il en donne presque pas que le son apparaît, quoi. Et les deux façons de faire apparaître le son, c'est ça, c'est d'en retirer ou de désynchroniser, comme ça se passe dans la parade, par exemple. Du coup, ça nous oblige, nous, à être dans une position d'écoute, alors que quand on est dans une saturation du son, finalement, on n'est pas dans l'écoute. Voilà, on se referme.
C'est ce qui se passe dans la première version de Stalker. On s'ennuie, quoi. Il y a des trucs qui sont déversés, mais ça produit de l'ennui, quoi. On n'a pas envie d'écouter, quoi. On n'a pas de désir d'écoute. Et la question de travailler le sonore, c'est de fabriquer du désir d'écoute. Ouais. C'est-à-dire la technologie l'emporte, les outils l'emportent. Ouais. Jean-Marie Straub, il disait c'est le délirium très mince. Il dit le cinéma maintenant c'est le délirium très mince. Mais oui, mais comment on fait lorsque par exemple il y a de la surcharge sonore, hein. Je regarde des films d'action par exemple, hein, les James Bond ou je ne sais quel film de ce genre, on est dans de l'explosion permanente par exemple. Au son, c'est saturé d'explosion, ça n'arrête pas. Et la seule façon qu'ils ont trouvé pour pouvoir garder le désir de regard, c'est de faire des plans extrêmement courts, extrêmement proches, où on ne se situe jamais, et de nous emmener par une succession très rapide d'éléments courts dans un stress, hein, dans une tension, mais qui est complètement recouverte d'une unité sonore très puissante. Et voilà. Donc le découpage et le désir d'écoute est redonné, ou le désir de voir, hein, est redonné par le fait que à chaque fois on se demande où on est et on cherche à faire du lien, quoi. Quelque autre question? Il y a peut-être aussi la transcription du son au niveau de la télévision, par exemple. Enfin, je sais, moi je ne suis pas un spécialiste du son, quoi, mais apparemment le rendu devient inaudible. Si on veut vraiment s'imprégner du film, on entend beaucoup la musique, très peu les paroles, et ça, ils font pas d'effort là-dessus. Voilà, enfin, c'est peut-être un problème de génération, peut-être. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a un déficit, finalement, d'image. Hein, on est dans un petit format, et de plus en plus, hein, des téléphones, etc., des tablettes. Et le déficit d'image est compensé par une compression du son, c'est-à-dire on donne le son dans 3 dB, 2 dB, 3 dB de dynamique, ce qui n'est plus rien, quoi, pour permettre d'avoir une espèce de couche comme ça qui nous accroche, même quand on passe l'aspirateur. Hein, c'est ça, les séries télévisées, c'est mixé dans 3 dB de dynamique. Donc, effectivement, il n'y a plus cette amplitude, cette perte, hein, dont on a besoin. Il y a une espèce d'élément qui continue, une espèce de continuum qui serait là et qui est de la logorée, quoi, de dialogue qu'on connaît, quoi, qui sont faits au mètre. Hein, c'est du dialogue au mètre, hein, comme il y a la musique au mètre. Du coup, on est dans une occupation d'espace plus que vraiment dans une position où on est attentif. On n'existe plus, ouais, c'est ça, on n'existe plus, ouais. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est censé être un dialogue, hein, comme le théâtre, un dialogue avec la salle. Hein. Et là, il y a quelque chose, ouais, qui est le lavage de cerveau. Ouais. C'est super, je suis désolée, c'est super passionnant. Je vais pas vraiment déranger tout le monde. Moi, j'aurais 15 milliards de questions à vous poser, mais Mais dès qu'on gratte un peu, c'est vrai que c'est un terrain qui n'est pas assez développé, quoi, parce que c'est vrai que
on subit des choses et on ne comprend pas tellement comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est un terrain de recherche où il faut aller travailler, ouais, parce que c'est... Surtout qu'on a l'impression qu'on nous donne de plus en plus l'espace de communiquer et de parler, Ouais. parce qu'on a de plus en plus d'outils. Ouais. Et au final, l'espace qu'on nous donne, c'est faussé, puisqu'il Voilà. se rajoute à déjà une saturation, et au final, on n'a plus l'espace de parole qu'on croit avoir, finalement, il n'est pas vraiment là. Il rentre comme un détail dans la saturation généralisée. Ouais. Je suis un petit peu désolé, mais on va absolument avoir quitté l'école à 8h. Et 10. Ben, merci de votre écoute.